Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Marie Deval, sophrologue, et on va parler d'hypersensibilité. Donc Marie, salut et merci d'être là. Merci à toi. Je vais te demander de te présenter, de faire un peu de m'expliquer ce que tu fais, quel est ton travail. Alors, je m'appelle Marie Deval, j'exerce à Mougins dans le 06. Je suis sophrologue et praticienne et formatrice enseignante Reiki aussi. Donc, j'utilise la sophrologie, le Reiki et de temps en temps aussi des séances de relaxation accompagnées avec les bols tibétains, bols de cristal, donc comme une sorte de voyage sonore aussi en parallèle. Ok. Donc du coup, comme j'ai dit, on va parler d'hypersensibilité aujourd'hui. Est-ce que tu peux me définir ce qu'est l'hypersensibilité? Ça, c'est une grande question parce que c'est super vaste dans le sens où en fait, j'ai découvert que le mot hypersensible, il est utilisé en médecine. Avant tout, Ah, d'accord. l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est en rapport avec le système immunitaire. Donc, rien à voir, à mon avis, avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais après, on a apparemment employé ce mot-là dans le domaine psychologique, dans le domaine émotionnel aussi. Il y a plein de types d'hypersensibilité. Il y a des hypersensibilités à certains sens, justement. C'est vraiment le mot hypersensibilité. Donc, normalement, c'est les sens. Il y a des personnes qui sont hypersensibles avec l'odorat, l'auditif, etc. Il y a l'hypersensibilité aux ondes magnétiques aussi. Mais je pense que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'hypersensibilité émotionnelle. J'imagine que c'est là où tu pensais me poser des questions. Bah, l'hypersensibilité, en général, c'est vrai que j'ai lu Il y a beaucoup vraiment dessus plein et de choses qu'on pourrait ouais, voilà, il y a tellement de choses que ça serait bien d'en parler pour peut-être clarifier certains points pour, certains hypersensibles qui pourraient regarder cette vidéo ou des parents d'hypersensibles aussi. complètement. Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend un petit peu à toutes les sauces sur Internet, qu'on emploie justement dans tous les sens, alors qu'à la base, il est sorti de son contexte et on l'utilise parce qu'il a l'air de bien qualifier ça. Mais si on veut parler de l'hypersensibilité émotionnelle, je dirais que ce sont des personnes qui ont qui vont ressentir les émotions d'une manière différente de la norme. Alors, la norme, c'est compliqué à qualifier parce qu'on est vraiment tous très, très différents les uns des autres. Donc, il n'y a pas vraiment de norme en soi. En tout cas, quand on est hypersensible émotionnel, on a tendance à ressentir les émotions de manière, euh, j'allais dire, exagérée, de manière très, très forte, que ce soit aussi bien une émotion agréable ou une émotion désagréable. On va avoir tendance à rentrer dedans, à se laisser avoir par les sensations de cette émotion de manière beaucoup plus importante que la majorité des gens. Donc ça peut être aussi bien une force qu'une faiblesse. Je pense qu'on va y revenir. OK. Au niveau des émotions, j'ai une question parce que, quand quelqu'un pleure beaucoup, j'ai l'impression qu'on a cette facilité de dire: «Ah bah, il est hypersensible». Est-ce que tous les hypersensibles ont cette tendance à pleurer facilement ou est-ce que ça n'a rien à voir? Il y a des gens, je pense, qui pleurent facilement, qui ne sont pas forcément des hypersensibles. Donc est-ce que c'est commun à tous les hypersensibles ou pas du tout? Alors oui et non, parce que c'est vrai, comme je disais, on a tendance à entendre ce mot un petit peu à toutes les sauces. Dès qu'une personne a l'air d'être un petit peu plus émotive que les autres, on entend souvent: «Ah non, mais moi je suis hypersensible», etc. Alors il y a une différence entre être très émotif et être vraiment hypersensible émotionnel, où là, c'est un autre stade. On a tous une sensibilité particulière des émotions qui sont plus ou moins réfrénées dans cette société parce que il faut être lisse, il faut faire partie de la norme entre guillemets, donc beaucoup ont tendance à réfréner leurs émotions. Je pense beaucoup à la jante masculine à ce niveau-là, qui a aussi bien des émotions et des sensibilités tout aussi fortes que les femmes. Seulement, j'allais dire, on les a castrées quelque part avec cette fausse idée de virilité qu'on voit dans cette société. On apprend aux hommes à réfréner leurs émotions. Et ça, c'est bien dommage. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais
Voilà, quand il va y avoir un homme qui va peut-être pleurer ou quelque chose comme ça, on va peut-être trop rapidement qualifier les choses d'hypersensibilité émotionnelle, alors que tout simplement, nous sommes des êtres émotifs. Et il y a plein de personnes qui sont très émotives sans être hypersensibles. Mm. Je dirais que la différence, c'est que il y a une personne qui est vraiment hypersensible émotionnelle, au-delà d'être émotive et de ressentir les choses grandement, il va y avoir aussi quelque chose, je dirais les pores de l'émotion ouverts. C'est-à-dire que c'est comme si le corps émotionnel de la personne, on va symboliser ça par une bulle, mettons la façon, voilà, l'émotion, les émotions de la personne, comme une sorte de bulle autour du corps. C'est un symbole. C'est comme si cette bulle avait des aspérités, des trous, moi je le vois un petit peu comme ça, par lesquels finalement vont entrer les émotions de l'extérieur de façon inopinée et non choisie finalement. Mm. Être émotif pour quelque chose que l'on vit personnellement, c'est une chose, mais trop capter les émotions des autres personnes, les émotions ambiantes, les énergies qui sont autour, sans avoir décidé de les vivre ou non, là, c'est un petit peu intempestif et c'est là que je viendrais qualifier l'hypersensibilité émotionnelle, qui est finalement une forme de trouble, en fait, que l'on va pouvoir utiliser comme une force. Hein, je ne dis pas, attention, c'est grave, mais finalement, c'est une sorte de trouble du corps émotionnel qui n'est pas classique. Euh, et donc, cette hypersensibilité, tant qu'on n'a pas compris et observé ce qui se passe à l'intérieur de nous et trouver des clés finalement pour mieux la vivre, on peut vivre ça comme une forme de handicap à un moment donné, comme une sorte de handicap invisible parce que c'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas quelque chose qui se comprend aussi facilement par le monde extérieur. Si les personnes extérieures n'ont pas ce type de caractéristiques. Donc ça peut être vécu comme quelque chose de très lourd au quotidien, de ressentir les émotions ambiantes sans avoir décidé finalement de rentrer dedans ou non. Alors qu'une personne qui ne serait pas hypersensible émotionnelle, donc qui aurait peut-être sa bulle émotionnelle, j'allais dire lisse, sans aspérité, peut décider de ce qu'elle laisse rentrer dedans ou non, beaucoup plus facilement qu'une personne justement qui a ces sortes de pores de l'émotion à ciel ouvert. D'accord, ouais, c'est une belle image, ça permet de bien comprendre, je trouve. Est-ce que les hypersensibles sont toujours des cerveaux droits ou des introvertis ou des hauts potentiels? Pas forcément. Enfin, en tout cas, je pense pas forcément. Alors, juste pour faire une toute petite aparté, tout ce que je vous raconte là, je ne dis pas que j'ai la vérité, que c'est quelque chose de posé qu'il faut à tout prix me croire. Ce que je te partage, c'est simplement des observations parce que je suis moi-même hypersensible émotionnelle costaud, on va dire, depuis ma naissance. Et après avoir vécu ça comme un handicap et avoir beaucoup galéré, si je peux utiliser ce mot-là, j'ai appris à observer, à suranalyser en permanence parce que du coup, j'ai aussi le cerveau hyperactif. Et du coup, j'ai essayé de chercher des clés pour pouvoir voir comment on pouvait transformer ça en force. Et ce que j'observe autour, c'est qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas tous forcément des hauts potentiels ou des cerveaux droits ou des introvertis. Par contre, c'est vrai que très souvent, l'hypersensibilité émotionnelle ouvre des capacités artistiques. Il y a beaucoup de personnes qui vont être, du coup, cette sensibilité-là ouvre l'inspiration, beaucoup d'idées, une créativité particulière. J'en vois beaucoup. C'est pas automatique, mais j'en vois beaucoup. Après, au niveau du fait d'être introverti, en fait, c'est qui tout double, j'ai l'impression. J'ai croisé beaucoup d'introvertis hypersensibles émotionnels, parce que du coup, c'est vrai que comme c'est assez difficile à vivre tant qu'on n'a pas trouvé les clés, on peut avoir tendance à se renfermer pour se protéger. Donc c'est j'allais dire le schéma classique de je veux me protéger du monde extérieur parce qu'il est beaucoup trop compliqué à vivre pour mon monde émotionnel.
Donc, je vais construire inconsciemment un espèce de gros mur autour de moi et paraître complètement froid, fermé et très, très, très timide. Moi, quand j'étais petite, j'étais timide, mais extrêmement. Euh, C'était vraiment dur à vivre pour moi. Et puis, le monde extérieur ne rentrait pas en contact très facilement. C'était assez lourd. Mais après, quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne et qu'on essaie d'évoluer en soi, on comprend que notre meilleure force, ce n'est pas d'aller construire une espèce de grosse carapace autour de nous, mais plutôt de rayonner quelque chose. Tu vois, cette espèce de bulle émotionnelle dont je parlais tout à l'heure, c'est comme si sur ces trous qui sont présents dans cette aura émotionnelle, au lieu de construire des patchs pour éviter que n'importe quoi rentre, l'idée c'est d'aller rayonner notre lumière, notre force, nos capacités, notre joie, notre potentiel, pour que justement il rayonne par ces espèces d'aspérités, ce qui fait que finalement on n'a plus besoin de se protéger. La réelle protection finalement c'est d'augmenter son taux vibratoire, d'augmenter son énergie, sa santé, de retrouver son équilibre et son centrage intérieur. Et c'est vraiment par là qu'on va réussir à se protéger. J'ai un peu dévié, mais c'est pas grave, je vais revenir sur ta question. Donc, introverti, pas forcément. J'ai vu aussi des personnes qui étaient justement pour se protéger, je pense, comme mécanisme inconscient, juste l'inverse complètement, hyper extraverti, mais de manière presque fausse en fait, à avoir besoin du coup d'exister et de générer des choses à l'extérieur comme une sorte de protection aussi, pour éviter que ça rentre, être très très extraverti, prendre beaucoup de place pour éviter justement comme une forme de mécanisme inconscient de protection. J'ai vu aussi beaucoup ça. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, si on travaille sur soi, il y a énormément d'outils à notre disposition, on en reviendra sûrement un peu plus tard. On n'a plus besoin de générer des faux mécanismes de soit je me renferme, soit j'explose de tout et n'importe quoi, et on arrive à trouver notre centre pour mieux gérer tout ça. Au niveau des hauts potentiels, pas forcément. J'en ai croisé beaucoup d'hypersensibles qui avaient un haut potentiel. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire haut potentiel? Pareil, on lit de tout et n'importe quoi là-dessus sur Internet. Il y a énormément de types de haut potentiel, comme il y a énormément de types d'hypersensibles émotionnels. Et le piège aujourd'hui de notre grand accès à l'information, ça peut être du plus ou du moins, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent là-dessus sans vraiment connaître et surtout qui créent des formes de cases. Alors, hypersensible, c'est ça, haut potentiel, c'est ça, etc. Alors, c'est vrai que c'est très agréable et réconfortant quand on tombe sur un article qui nous correspond et on se dit, ah, finalement, je ne suis pas bizarre, je rentre dans quelque chose qui existe. Donc, ça a vraiment un aspect réconfortant, ça fait du bien. Et puis, du coup, il y a quelque chose qui se pose. Ok, ça, c'est super. Par contre, le danger à tout ça, c'est toujours de tomber dans l'extrême, de surcatégoriser les choses, alors qu'il y a énormément, enfin, il y aurait autant de types d'hyper émotionnels qu'il y a de personnes qui le sont, et pareil pour les hauts potentiels. Haut potentiel, ça veut dire qu'il y a une des capacités psychologiques qui est plus avancée que les autres. Donc, c'est juste une différence. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont meilleures ou moins bonnes que nous. Au niveau des hypersensibles, c'est pareil. Ces personnes-là ne sont pas meilleures ou moins bonnes. C'est juste un câblage différent, finalement. Il n'y a pas d'échelle de plus-moins. L'idée, c'est que quand on est soit hypersensible, soit au potentiel, on a encore plus de travail à faire pour trouver notre équilibre intérieur et pour gérer au mieux ces caractéristiques. Donc finalement, on peut décider de le voir soit pendant un moment comme un handicap, quelque chose de lourd à porter, tant qu'on n'a pas trouvé les clés intérieures pour équilibrer ça. Mais on peut le voir aussi comme une énorme opportunité, en fait. Parce que, et ça aide les choses à vivre beaucoup mieux les choses dans le sens où, ok, j'ai telle caractéristique, j'ai galéré pendant longtemps avec telle et telle chose, pourquoi pas le voir comme une opportunité d'évolution. Si j'avais pas cette caractéristique qui met le doigt sur je dois travailler mon émotionnel ou mon côté hyper mental ou n'importe quelle caractéristique que ce soit,
bah, du coup, je suis obligée de le travailler, enfin obligée. Idéalement, si je veux vivre au mieux mon équilibre au quotidien, j'ai tout intérêt à travailler beaucoup plus sur moi-même que certaines personnes qui, sur ce point-là, ça va plutôt bien. Donc du coup, à force d'aller faire ce cheminement, on peut le voir comme un challenge. Ok, je dois encore plus taper que d'autres là-dessus. Bah, tant mieux parce que ça va me faire peut-être évoluer au-delà au bout d'un moment. Donc voyons-le comme un challenge de la vie qui nous permet d'avancer peut-être encore plus parce qu'on a tout intérêt à s'y mettre. Et c'est vrai que l'hypersensibilité émotionnelle, donc au-delà des poids que ça peut avoir, elle nous ouvre tout un tas de choses. Une créativité particulière assez souvent, comme je te disais, pas tous, mais très souvent. Il y a certaines, voilà, ça ouvre plein de potentiels possibles. L'idée, c'est d'observer ces choses positives et de pouvoir s'en servir à bon escient pour avancer vers nos objectifs finalement. Carrément. Euh, Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est hypersensible ou qu'on a un enfant hypersensible? Donc, tu l'as déjà dit, il y a beaucoup de types d'hypersensibilité, mais est-ce qu'il y a des indices, on va dire, qui peuvent dire tiens, mon enfant est hypersensible ou je suis une hypersensible et du coup, embrasser pleinement cette hypersensibilité? Bah, ça va être le côté d'observer la manière dont l'enfant ou la personne ressent ses émotions. Si alors, on est tous émotifs, les enfants de toute façon explosent d'émotions parce qu'ils n'ont pas encore engrangé tout un tas de filtres qui les font vivre dans la norme. Donc déjà, quand on est enfant, euh, on a nos émotions qui nous explosent à la figure parce qu'on les accepte telles quelles. Et vu que on les accepte telles quelles quand on est petit, l'émotion commence, elle est puissante, et puis une fois qu'elle a terminé sa vague, elle redescend et l'enfant a la capacité à passer sur autre chose directement. Donc il peut très bien pleurer, mais un vrai pleur de tristesse pendant quelques secondes, et puis la minute d'après, voir quelque chose qui bouge dans le jardin et exploser de rire. Attention à ne pas faire cette histoire de catégorisation et de cases, comme je disais tout à l'heure. Quand on observe ça, ça ne veut pas dire qu'on a un enfant hypersensible, ça veut dire qu'on a un enfant, tout simplement. Non, mais ça peut paraître évident, Oui, mais oui, c'est non, vrai que mais t'as raison. vu qu'on est à l'ère où tout le monde a besoin de se rassurer sur plein de choses, on a besoin de comprendre et on a plein d'outils, d'informations à notre portée, attention à ne pas faire rentrer des choses dans des cases qui ne le sont pas. Après, évidemment, si on a un enfant qui a tendance peut-être à être très très introverti ou alors très très extraverti, mais qui est et en parallèle, il va ressentir les émotions des autres. En fait, c'est surtout là peut-être où on pourra l'observer. Avoir des émotions intenses, c'est une chose. Ressentir en permanence les émotions ambiantes, les émotions des autres personnes et les ramener à la maison avec soi après la journée qu'on a vécue. Et si ça, c'est récurrent et que ça laisse des poids un petit peu trop lourds à gérer pendant trop longtemps, peut-être que là, il y a quelque chose qui est en rapport avec cette hypersensibilité émotionnelle. Après, l'idéal avec ce genre de personnes, ça va être d'avoir de la patience, d'avoir beaucoup de patience, surtout beaucoup de communication et si possible une communication bienveillante, ouverte, parce que une personne qui a cette hypersensibilité émotionnelle, si les gens autour d'elle ne l'ont pas, ça va être un petit peu compliqué à se comprendre les uns les autres sur certains points. Et c'est vrai que d'avoir un parent qui est très ouvert et qui a compris ça et qui adapte sa communication à cet enfant, c'est-à-dire beaucoup d'ouverture, de bienveillance et de patience, ça permettra à l'enfant de se sentir soutenu, entouré, pour qu'il puisse, s'il ose à un moment donné, s'exprimer là-dessus. Alors que si on a un parent, et je peux le concevoir tout à fait, qui ne comprend pas, parce qu'évidemment, peut-être que le parent n'a pas cette hypersensibilité émotionnelle, ça peut donner lieu à des incompréhensions. On est vraiment tous différents les uns des autres, on est câblés différemment, on ressent les choses différemment. Et donc, c'est difficile de comprendre quelqu'un qui ne ressent pas pareil. Et ça, c'est valable. Ça, je pense que c'est vraiment important pour aussi bien pour les hypersensibles de comprendre que les autres sont différents, que pour les autres, comprendre que cette personne-là est aussi
aussi différent. Je pense que ça nous demande beaucoup de tolérance et une approche très ouverte pour prendre le temps de communiquer et laisser la place aussi à cet enfant de communiquer, lui laisser prendre son temps pour exprimer les choses et poser vraiment une ouverture là-dessus dès le départ si c'est possible. Ça aide vraiment l'évolution plutôt que poser des non-compréhensions et des fermetures directement parce que ça risque de perdurer dans le temps et ce serait dommage. Tu as déjà commencé à répondre à ma prochaine question, mais si j'ai un, si j'ai un enfant hypersensible, est-ce qu'il y a des outils ou des choses que je peux mettre en place pour qu'il évolue dans l'épanouissement? Parce que j'ai lu que la plupart des hypersensibles, par exemple, apprenaient mieux quand ils étaient en mouvement. Et moi, je sais que petite, j'étais comme ça, j'avais besoin d'être en mouvement pour apprendre mes leçons. Et les parents, ils aiment que tu restes assis et que tu travailles, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a je sais pas, des outils ou des choses à mettre en place pour que dans son apprentissage ou dans son éveil social, si je peux dire ça comme ça, l'enfant soit épanoui? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Je pense que, encore une fois, ça dépend vraiment du type d'hypersensibilité qu'a l'enfant. Et au-delà, ça dépend aussi de son côté psychologique, de son côté physique. En fait, il y a tellement de strates en nous, entre le physique, l'émotionnel, le mental et toutes les sous-choses qui existent dans ce qui constitue notre personnalité, que ce serait assez compliqué de te dire, il y a une méthode pour les hypersensibles, c'est ça. J'en reviens au piège d'Internet et la surinformation peut être très bien utilisé aussi et tout dépend de ce qu'on en fait. Je pense que justement là-dessus, c'est vraiment l'écoute et la relation de confiance qu'on va tisser avec son enfant qui va nous permettre d'observer ce qui est juste pour lui selon le moment de son évolution. Parce que ce qui est bon pour lui à 3 ans, ce sera peut-être pas les mêmes outils à utiliser quand il en aura 5 ou 6. Comme tu disais, peut-être que le mouvement peut être bon pour certains. Moi, je sais que j'étais très bien assise sur une chaise, à me concentrer, à me focus à 100% sur. Donc, ça dépend vraiment de chaque type de personnalité. Et c'est vraiment cette communication, cette écoute et cet échange ouvert qui va permettre de savoir ce qui est bon pour l'enfant. Je dirais avant tout, ce serait important d'avoir la patience, cette communication ouverte et de laisser à l'enfant l'ouverture de s'exprimer de la manière dont c'est bon pour lui. Et ça, on ne le sait pas d'avance. Donc peut-être lui proposer différentes choses pour tester différentes choses et voir dans quel domaine il s'épanouit le mieux finalement. Ça peut très bien être la peinture, la danse, le chant, la musique, le dessin, des activités, explorer peut-être des activités créatives parce que même si pas tous le sont, il y en a beaucoup quand même qui ont besoin de s'exprimer par des choses créatives, manuelles, dans l'espace ou artistiques en général. Donc peut-être proposer différentes choses pour voir, le faire essayer différentes choses comme ça. Ce qui fait que si l'enfant s'épanouit du côté artistique, créatif, expression, peu importe laquelle, le côté du coup études, travail, apprentissage, l'école, etc., va être beaucoup plus potentialisé parce qu'il aura eu de l'autre côté l'opportunité de s'exprimer de la manière qui est bonne pour lui. Donc, peut-être voilà, observer ce qui est bon. Il y a des personnes, il y a des enfants qui seront très bien assis à un bureau, il y en a d'autres, ce sera plus agréable et plus potentialisant, c'est pas français, mais pour eux d'aller faire les devoirs dans le jardin en marchant autour de la maison ou sur le chemin devant l'immeuble, enfin, peu importe. Explorer en fait, tester et se donner cette ouverture-là d'être à l'écoute des besoins. Ok, donc de l'ouverture, de l'écoute et de la communication. Et beaucoup de douceur. Ouais, la patience. Comment faire du coup de cette hypersensibilité une force? Je pense qu'avant tout, faut en prendre conscience, hein, c'est toujours la première des portes, prendre conscience que il y a une particularité particulière chez nous.
La première des choses aussi, c'est de sortir de ce truc de vouloir comparer. Euh, ok, j'ai un potentiel supérieur à d'autres sur certains domaines ou alors inférieur à d'autres sur certains domaines. On essaye de sortir de tout ça déjà parce que là, on rentre dans l'ego, on se met des bâtons dans les roues et on risque de ne pas avancer dans quelque chose de constructif. Donc, on sort de toutes ces idées de se comparer au reste du monde. C'est vraiment la première des choses. Et de se regarder face à soi-même et de se dire, OK, j'en suis là, il y a telle caractéristique en moi, telle chose sur laquelle je dois vraiment travailler, peut-être parce que je sens que ça impacte mon quotidien et que je me sens pas bien dans ma peau ou que je me sens pas bien dans tel domaine. Donc peut-être que je devrais essayer d'observer comment faire au mieux avec ça. Et le côté des forces et des choses positives que ça m'amène, bah, peut-être les exploiter un peu plus. Les exploiter dans le sens, les mettre en action, observer ce que ça peut m'apporter, comment ça peut être un moteur. Et donc cette observation intérieure pour faire en fait le check un petit peu de là où on en est, savoir se regarder soi-même et sortir de la culpabilisation, mais rentrer dans la prise de responsabilité. Il y a quelque chose qui est un peu trop souvent pris comme culpabilité dans notre monde quand on se dit tiens, il y a telle chose, il faut que je fasse telle chose. Donc on a tendance aussi souvent quand on est hypersensible à se mettre des couches de culpabilité sur la tête. Donc les choses sont encore plus difficiles à vivre. L'idée, c'est d'observer comme un observateur extérieur, donc c'est-à-dire sortir du jugement, se dire bon, j'en suis là, il y a telle chose à bosser, au lieu de rentrer dans le oui, mais alors avant, je m'en suis mal sortie parce que j'avais pas pris conscience de ça. Avant, c'était avant déjà. Et de se prendre sur le moment présent, prendre nos responsabilités et les choses qu'on doit mettre en œuvre pour trouver notre équilibre intérieur dans cette hypersensibilité émotionnelle. Quand on a cette émotivité à fleur de peau et qu'on ressent trop les choses extérieures, on a tendance à faire des vagues. Donc il y a des moments où on va être très très bien, très créatif, très productif, etc. Il y a des moments où on va ressentir beaucoup trop les choses de façon compliquée et là ça va être limite très étouffant. Donc l'idée c'est d'aller trouver notre équilibre dans ces phases pour que les vagues soient un peu plus calmes. Et à ce niveau-là, il y a tout un tas de pratiques qui sont disponibles aujourd'hui justement grâce à toute l'information qu'on a sur Internet, les livres, et surtout les praticiens, les thérapeutes, les personnes humaines qui ont plein de choses à nous partager. Il y a beaucoup de méthodes de relaxation, de respiration, de yoga, de sophrologie, de méditation, il y a de concentration, de visualisation. On a vraiment plein d'outils à notre portée qui sont très, très, très bénéfiques pour nous, mais à plein de domaines différents. Et si on se permet de prendre un temps pour soi chaque jour, ne serait-ce que peu de temps, mais régulièrement pour faire une pratique, ou alors pour aller prendre rendez-vous avec un thérapeute en réel, en visio, peu importe, de temps en temps pour acquérir des nouveaux outils, ça va nous permettre vraiment d'évoluer vers trouver cet équilibre intérieur et rayonner au mieux notre force, notre potentiel, notre lumière, pour que justement les aspérités de cette bulle émotionnelle n'aient pas besoin d'être patchées avec des espèces de gros murs, mais plutôt de rayonner quelque chose qui fait qu'on n'a plus besoin de protection. Donc plus on prend soin de nous intérieurement, à tous les niveaux, je pense aussi à la santé physique, à notre alimentation, au sport, etc., aux assouplissements, enfin peu importe, à tout ce qui touche notre santé physique, parce que notre état physique va aussi influencer sur cette hypersensibilité émotionnelle. Alors, elle est là de toute façon, mais si notre état de santé physique est en pleine santé, ça va équilibrer les choses. Si on travaille sur notre gestion des émotions, à trouver notre équilibre, à apprendre à respirer, à prendre du recul, enfin, il y a tout un tas de choses possibles que je propose en sophrologie, par exemple. Plus on apprend à gérer ça, ça aide tout le reste. Plus on apprend à gérer nos pensées, plus on gère aussi nos émotions. Parce qu'évidemment, tout est en permanence en communication, toujours pour nous. Et donc, plus on sait gérer notre outil mental, plus on va réussir à contrôler, pas à contrôler, parce que l'idée, c'est la gestion et le contrôle, c'est assez différent, mais là, il faudra une deuxième vidéo parce que ça va être assez long. Mais c'est vrai que une pensée génère une émotion et vice-versa en permanence.
Donc, l'important, c'est d'aller travailler un petit peu sur toutes les strates de notre être pour que chacune trouve son équilibre et les unes ensemble trouvent leur équilibre, leur harmonie intérieure. Et plus on va vers cette harmonie intérieure, plus les vagues se calment. Donc évidemment, il y a toujours des hauts et des bas. On est des personnes normales, comme n'importe qui dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Sinon, ce serait dommage, on n'aurait pas beaucoup d'opportunités d'évolution non plus. Mais quoi qu'il en soit, on trouve de mieux en mieux cet équilibre-là quand on travaille sur toutes les choses qui nous composent. Tu as parlé du mental là à l'instant. J'ai l'impression que c'est assez typique des hypersensibles d'avoir ce mental en ébullition tout le temps. Est-ce que la clé pour, j'allais dire gérer, mais peut-être canaliser un peu cette hypersensibilité, ce serait d'abord de travailler sur le mental, arriver à calmer les pensées, etc. Est-ce que Complètement. c'est un début de gestion de l'hypersensibilité? On a des dizaines de milliers de pensées par jour, qu'on soit, j'allais dire, non hypersensible ou non HPI, où qu'on soit, on a de toute façon des dizaines de milliers de pensées par jour. J'entends souvent des personnes, quand elles commencent la méditation, qui me disent non, non, mais Marie, c'est pas pour moi la méditation. Moi, j'arrive pas à m'arrêter de penser. Ça part dans tous les sens là-haut. C'est vraiment pas pour moi ton truc. Non, non, je laisse tomber. Je suis pas normale. Si, en fait, tu es totalement normale, que tu sois hypersensible ou pas. De toute façon, on a un cerveau qui a l'habitude de partir en arborescence, une pensée, on appelle une autre, etc. toute la journée depuis très longtemps parce qu'on n'a pas assez appris ça peut-être à mon goût à la maternelle, mais on apprend à utiliser la pensée, mais on n'apprend pas à non, on apprend à penser, mais on n'apprend pas à utiliser la pensée, j'ai l'impression. Et utiliser la pensée, ça reviendrait à mon sens à savoir la choisir. Quand il y a une pensée qui arrive, à savoir si elle est juste pour moi, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est bonne et serviable pour moi et le monde qui m'entoure. Donc, c'est-à-dire faire ce mouvement de recul, comme je dis à chaque fois sur ma pensée, au lieu de rentrer, me laisser manger par cette pensée qui part dans tous les sens et finalement être en auto-hypnose, faire ce mouvement de recul et je prends conscience que je suis en train de penser. Finalement, je prends de la hauteur là-dessus et je décide de ce que je vais en faire. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Est-ce que je la garde? Est-ce que je la fais fructifier? Parce que finalement, ce qu'on nourrit en nous comme pensée, c'est ça qui va très fortement influencer nos émotions. Donc oui, on a tout intérêt à beaucoup travailler sur notre outil mental pour essayer de, avant tout, créer de l'espace entre nos pensées. C'est ce que nous aide à faire la méditation, la sophrologie, le yoga, la respiration, toutes ces méthodes-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une pensée, l'esprit s'échappe. Au lieu de me laisser avoir et de me rééchapper encore plus loin, j'essaie de revenir au centre, de reprendre conscience que ma pensée est partie. Et finalement, c'est vraiment tout là, l'objet de la méditation et de toutes ces techniques. Au début, c'est je prends conscience que j'ai pensé et je reviens au centre. Et ce mouvement de retour, c'est vraiment là qu'on est en train de réécrire un nouveau circuit de pensée en nous. Donc le circuit de je choisis ce que j'en fais. Au lieu de me faire contrôler et me faire embourber, auto-hypnotiser par cet outil mental. Parce que dès lors qu'on le fait, on est capable de voir notre pensée et de se dire, bon, alors celle-ci, elle n'est pas vraie parce qu'en fait, peut-être que je suis juste en train d'imaginer quelque chose qui ne va pas se produire. Souvent, on fait des scénarios sur l'avenir ou alors on repense au passé. Donc, on pense à des situations qui ne sont pas réelles sur le moment présent. Ça donne que, évidemment, on va créer une émotion en nous, comme si on était pratiquement en train de vivre ce qui est en train de se passer dans notre visualisation, dans notre imagination. Donc oui, on a tout intérêt à reprendre la main sur cet outil-là et avant tout de faire de l'espace entre ces pensées, ce qui nous permet de mieux les voir arriver, de mieux décider à quelle pensée on a envie de donner de l'énergie et de donner un ancrage dans la vie de tous les jours. C'est intéressant ce que tu as dit sur le fait de choisir les pensées, parce que donc dans l'hypersensibilité, il y a cette arborescence de pensée qui peut être handicapante si on ne sait pas faire de l'espace entre les pensées, et en même temps qui peut être très créateur si on a une pensée hyper créative et ça peut amener à la création de, je sais pas, quelque chose de nouveau, de nouveaux projets.
Et je pense qu'il faut, ouais, comme tu as dit, bien savoir choisir et savoir utiliser la pensée correctement. Exactement, parce que comme tu dis, en fait, ça peut aussi bien être un handicap si on se laisse avoir et qu'on ne sait pas comment faire dans les phases où ça redescend. Et Mm. dans les phases où ça va bien, ça peut être vraiment un outil, mais comme tu dis, enfin, on se retrouve là-dessus. C'est pour ça que j'ai souvent compris tes manières de fonctionner parce qu'on a un petit peu des corrélations là-dessus. Quand il y a quelque chose de nouveau, il y a une effervescence et puis on va avoir plein d'idées pour comment organiser les choses, comment aller de ce point A où on en est au point B où on a envie de créer notre projet, par exemple, notre objectif. Et on va pouvoir avoir cette capacité, si ça tourne rapidement là-haut, de peut-être aller créer ce cheminement pour y aller. Donc, ça peut être une grande force. Toujours est-il, ça dépend comment on la gère. Ça dépend si on s'en sert de manière constructive ou non. Et c'est vrai que justement, faire cet espace entre les pensées et apprendre à les choisir grâce à tout un tas de méthodes, nous permet de dire oui quand il y a ce mécanisme-là qui est hyper créatif, hyper productif dans ces phases-là, et de dire non quand ça tourne dans quelque chose qui n'est pas juste et bénéfique. Trouver l'équilibre. Ouais, bah toujours, hein. Je trouve que les hypersensibles se sentent souvent un peu ovni. En tout cas, tant qu'ils n'ont pas embrassé pleinement leur hypersensibilité. Est-ce que c'est Ouais. typique de l'hypersensible de se sentir en marge? Ou est-ce que c'est parce que on est une minorité qu'on se sent un peu à l'écart? Je pense qu'il y a des deux. Alors, minorité, en fait, pas tant que ça. On est quand même beaucoup, en fait, beaucoup plus qu'on l'imagine. En tout cas, j'en croise. Euh, Et c'est vrai que quand on comprend que bah, on n'est pas tout seul, déjà, ça fait du bien. Ouais. Oui, ça arrive souvent que les personnes hypersensibles se mettent en retrait un petit peu du monde. J'en connais certaines qui, justement, voient de moins en moins de monde, ont arrêté de sortir entre amis, ont choisi des travails dans lesquels elles voient de moins en moins de personnes. Ça arrive justement par cet instinct de protection. Parce que comme les émotions des autres passent par les trous de mes trous D'accord. de secours émotionnel, autant les éloigner pour ne pas avoir ça à gérer. Finalement, c'est un petit peu une fuite. Donc, elle est compréhensible, évidemment, on essaye de se protéger, mais ça n'aide pas les choses à avancer finalement, parce que se renfermer tout seul dans sa grotte, c'est bien dommage, on risquerait de louper les beautés de ce monde et des relations humaines. Donc oui, il y a cette tendance souvent à se cacher dans son coin. Mais ce n'est pas finalement une grande aide parce qu'on ne va pas apprendre à rayonner notre lumière et à équilibrer nos émotions si on se met en retrait. Ça ne nous fera pas vraiment avancer. Par contre, si on voit les choses comme cette histoire de challenge, peut-être c'est une opportunité de la vie de grandir encore plus là-dessus, ben, allons-y, je vais peut-être sortir de la zone de confort et justement aller rencontrer des situations, des personnes, etc., qui vont mettre tout ça en mouvement et me permettre d'être au cœur de l'action. Et c'est là où je vais avoir l'opportunité de grandir, à essayer de trouver mon équilibre dans peut-être quelque chose de mouvementé à l'extérieur. Donc ouais, ça arrive souvent. Se sentir différent, oui. Évidemment, quand on est dans un monde où il y a beaucoup de répression de l'émotion, alors nous, si en plus on la ressent de manière extrême, ça va être un décalage que l'on peut ressentir bah, dès l'enfance, hein. De toute façon, si on est vraiment extrêmement hypersensible émotionnel, on va avoir tendance, dès l'école, dès tout petit, à se mettre en retrait, à ne pas vraiment comprendre dans quel monde on a atterri, etc. Donc oui, ça, c'est un mécanisme tout à fait normal. Après, à savoir qu'on n'est vraiment pas tout seul, on est beaucoup en fait. À savoir aussi qu'il y a plein de types, je l'ai déjà dit, mais je le répète, plein de types d'hypersensibilité émotionnelle et à plein de niveaux différents. Donc, voilà. Est-ce qu'on sait maintenant d'où ça vient, cette hypersensibilité? J'ai pareil lu énormément de choses comme quoi ça pouvait venir des parents, que c'était génétique ou que c'était l'éducation. J'ai même lu que ça pouvait être un traumatisme intra-utérin. Enfin, je pense que voilà, il y a vraiment de tout. Est-ce qu'on sait vraiment d'où ça vient? Est-ce que c'est juste une capacité, on va dire, ou est-ce que, je sais pas, c'est un trouble qui se développe? D'où ça vient?
comme tu l'as dit, en fait, quelque part, ça va peut-être te décevoir, mais je vais pas te répondre beaucoup plus que ce que tu viens de dire là, parce que il y a vraiment autant de types d'hypersensibles émotionnels qu'il y a de personnes qui le sont. On a tous une source de ça qui est différente. Ça peut venir de plein de choses différentes. Et je pense que on a trop souvent tendance par le mental à vouloir comprendre d'où ça vient, parce qu'on croit qu'on a besoin de savoir d'où ça vient pour pouvoir travailler dessus et l'équilibrer. Mais alors ça, c'est pas forcément en fait. Alors c'est pas très agréable à entendre parce que l'être humain a toujours beaucoup besoin de savoir pourquoi, comment, etc. Mais si on lâche un petit peu ces attentes-là, c'est aussi là qu'on va se permettre de mieux laisser champ libre au travail intérieur. Il y a plein de sources possibles à ça. J'irais même jusqu'à dire que, je ne sais pas si ce sera entendable par tout le monde, mais c'est pas grave, qu'il y a aussi beaucoup de cas d'hypersensibilité qui proviennent de traumatismes de vie antérieure. Mais bon, ça, ce sera compréhensible ou pas, ou accepté par pas forcément tout le monde. Après, évidemment, ça peut venir aussi de certains traumatismes dans l'enfance, intra-utérin, comme tu dis. De toute façon, à un moment donné, ça provient, à mon avis, de quelque chose qui soit un choc, que ce soit dans divers domaines, mais il n'est pas naturel et normal d'être hypersensible à la base. Il y a vraiment quelque chose qui va créer ces aspérités dans notre corps émotionnel. Donc après, à nous d'utiliser ça comme une force, évidemment, hein, toujours pareil. C'est comme si on demandait pourquoi tu as un grain de beauté à tel endroit, finalement. Je sais pas, ça va dépendre des personnes. Donc toi, tu penses qu'on ne naît pas hypersensible, mais qu'on le devient? Pas forcément. Moi, je sais que je suis née hypersensible. D'accord. Donc, je pense qu'il y a différents cas, encore une fois. Ah ouais. Moi, je n'ai plus de questions, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour terminer? Hmm, Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais te répondre. Ouais. Bah écoute, Juste à un grand savoir merci. qu'en étant hypersensible, peut-être que même si on se sent différent, à savoir qu'on n'est vraiment pas tout seul. Et il y a quelque chose au-delà de tous les exercices qui peuvent nous aider à nous équilibrer, à trouver l'équilibre émotionnel, mental, etc. Il y a aussi le besoin d'expression, je pense, qui est présent chez la majorité. Le besoin d'en parler, le besoin de compréhension. Donc, n'hésitons pas en fait à en discuter avec nos mots aux personnes qui nous sont proches, qui peut-être savent qu'il y a un truc qui n'est pas normal à ce niveau-là, mais qui n'ont peut-être pas toujours les réponses pour nous, évidemment, parce elles sont différentes. Mais nous, permettons-nous aussi de l'exprimer, d'être dans notre vulnérabilité, d'oser poser des mots, de dire des choses très simplement comme elles sont, de dire écoute, j'ai besoin de te parler de ma manière de ressentir ça, je le vis de telle manière, etc. Ça peut aider énormément de communication à se passer au mieux en fait. Parce que dès lors qu'il y a incompréhension, c'est parce qu'il y a eu un manque de communication. Si on se permet de dévoiler un petit peu nos faiblesses, hein, telles qu'elles sont, ça permettra à l'autre d'apporter plus de compassion. Tiens, je vais faire un petit parallèle avec l'empathie et la compassion. On entend beaucoup les empathes. Quand on est Ouais. hypersensible et émotionnel, on a tendance à être empathique. Empathique, c'est quand on va être capable de ressentir l'émotion d'une autre personne, peut-être même souvent, lorsqu'on est vraiment hypersensible émotionnel, plus fortement que cette personne ne le ressent elle-même. Ça peut être très compliqué comme ça peut être très joyeux. Ça, c'est vraiment l'empathie. C'est-à-dire, je me branche sur le corps émotionnel de l'autre personne et c'est comme si j'étais pratiquement à sa place. C'est pas la peine. On n'a pas besoin d'empathie pour avoir de la douceur et de la bienveillance pour ce monde-là. On peut très bien avoir ce que j'appellerais la compassion. La compassion, ça va être différent. C'est je suis capable de comprendre l'autre, de d'accueillir là où il en est, son émotion, etc., mais sans avoir besoin de la ressentir moi-même. Je peux la comprendre sans avoir besoin de me faire du mal à moi pour la comprendre. Et ça, c'est vraiment une différence, je pense, importante à prendre en compte. On entend beaucoup
il faut de l'empathie dans ce monde, etc. Moi, je dirais non, on n'a pas besoin d'empathie. On ne va pas aller multiplier la souffrance pour la comprendre. On n'en a pas besoin de ça. Par contre, on a besoin de compassion. Oui, savoir être là, épauler quelqu'un qui va pas bien, être au service, pouvoir donner de notre personne, être à l'écoute, pouvoir aider dans différents domaines et pouvoir accepter la douleur de l'autre telle qu'elle est, ça, on en a grandement besoin. Mais se mettre à sa place, c'est comme si tu as quelqu'un qui est vraiment pas bien à côté de toi, qui pleure, qui a une grande souffrance à ce moment-là. Qu'est-ce qui va l'aider au mieux? Que tu pleures avec elle et que tu souffres avec elle, ou que tu sois une épaule disponible pour qu'elle s'adosse, que tu lui prépares un thé chaud, que tu l'invites à passer la soirée à la maison, que tu ailles l'emmener sortir marcher dans la forêt parce qu'à ce moment-là, elle a besoin de ça. Ça, je pense que ça va être beaucoup plus serviable pour l'autre que si toi-même tu ressens cette émotion avec elle, en fait, tu plonges avec elle. Donc, l'empathie, selon moi, on n'a pas besoin. Nous sommes des empathes en étant hypersensibles émotionnels. C'est quelque chose que nous devons travailler à équilibrer pour atteindre la compassion, mais sans le besoin de vivre l'émotion à la place de l'autre personne. On n'a pas besoin de vivre cette émotion pour la comprendre. Et ça, c'est vraiment la nuance qui est importante à exprimer, à mon sens. Oui, c'est intéressant, merci pour cet éclaircissement, on va dire. Et oui, et comme tu l'as dit, c'est important de communiquer sur son hypersensibilité par rapport à ceux qui ne la comprennent pas forcément. Parce que si on ne se comprend pas, du coup, on peut du coup, à nouveau, se sentir en marge et se sentir ovni, alors qu'il suffirait juste d'exprimer son hypersensibilité. Donc ouais, s'ouvrir un peu plus sur son hypersensibilité, c'est le bon mot de la fin. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Et je mettrai en description de cette vidéo tes contacts, ton site internet, tout ce que tu souhaites que je mette dans la description. Voilà, si les gens veulent te suivre ou te retrouver, ils peuvent aller dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci encore Marie et merci à ceux qui ont visionné cette vidéo et à bientôt sur la chaîne YouTube.